Dans le vaste royaume de Mandéa, le nom de Malik est sur toutes les lèvres. Fils unique du roi, Malik a grandi entouré de luxe, choyé par des courtisans qui flattaient son ego. Depuis son plus jeune âge, il se voyait comme plus qu'un simple héritier, un demi-dieu destiné à dominer non seulement son peuple, mais aussi la vie elle-même. Il n'avait aucune considération pour les responsabilités royales, préférant se vautrer dans les plaisirs mondains, fêtes extravagantes, femmes en abondance et vin à profusion. Son arrogance était devenue légendaire, et personne n'osait contester son comportement destructeur. La cour royale. Nous sommes dans la grande salle du trône. Le sol est recouvert de tapisseries somptueuses, les murs ornés de pierres précieuses, et les fenêtres laissent entrer la lumière dorée du soleil couchant. Malik siège nonchalamment sur son trône, un verre de vin rouge à la main. Il a un regard vide, distrait, ignorant les discussions des conseillers. Malik est un jeune homme élégant et musclé, d'une peau noire brillante et paré de bijoux en or. Il porte une tunique royale brodée d'or, symbole de son statut. Face à lui, Kosivi, conseiller du roi, tente de l'informer de la situation difficile des paysans. « Votre Altesse », commence Kosivi d'un ton grave, « les paysans du Nord souffrent de la sécheresse. Ils demandent une réduction des taxes. » Malik, ennuyé, l'interrompt d'un geste de la main sans même lever les yeux. Ils se plaignent toujours. Qu'ils travaillent plus fort ou qu'ils partent, cela m'est égal. Son comportement est hautain, indifférent à la misère de son peuple. Il préfère regarder les servantes qui passent près de lui, ignorant complètement la gravité des affaires royales. La débauche nocturne. La nuit tombe sur le palais, et la grande salle de banquet s'anime. La musique résonne, les rires fusent, et l'atmosphère est festive. Malik, au centre de tout, est entouré de nobles aussi oisifs que lui. Il porte cette fois un boubou léger, toujours orné de dorures, et arbore un sourire suffisant. Autour de lui dansent de jeunes femmes aux vêtements chatoyants, cherchant désespérément son attention. Parmi elles se trouve Fatou, une jeune femme, d'une beauté frappante, avec sa peau caramel et ses cheveux tressés en une longue cascade. Pendant qu'elle s'efforce de plaire à Malik, elle renverse accidentellement du vin sur son manteau. Son sourire disparaît immédiatement. Sans un mot, il la repousse violemment, la faisant tomber à terre. « Inutile » murmure-t-il avec dédain, sous les rires de ses invités. Le lendemain matin, dans les jardins du palais, Malik prend son petit déjeuner sous un grand arbre. Sa mère, la reine Aminata, s'approche lentement. Aminata est encore majestueuse, malgré ses cheveux gris et ses yeux fatigués par les soucis causés par son fils. Elle porte une robe traditionnelle en pagne violet, symbole de son rang, et ses traits expriment une sagesse teintée de tristesse. « Mon fils, » dit-elle doucement, « le royaume a besoin de toi. Ton père vieillit, et tu seras bientôt roi. C'est à toi de montrer l'exemple. » Malik lève à peine les yeux de son repas, agacé. « Mère, je n'ai pas besoin de tes sermons. Ce royaume m'appartient déjà. Toi et mes sœurs n'êtes là que pour paraître. » À côté d'elle se tiennent les deux sœurs de Malik. Sira est belle et intellectuelle, vêtue d'une robe simple mais élégante. Elle reste silencieuse, préférant éviter la confrontation. Mariam, plus timide, est vêtue de manière modeste, ses cheveux bouclés tombant doucement sur ses épaules. Elle regarde son frère avec inquiétude, mais n'ose rien dire. Plus tard dans la journée, Malik et un groupe de nobles quittent le palais pour se rendre dans une taverne du village voisin. Ce lieu de débauche est célèbre pour ses boissons fortes et ses femmes prêtes à tout pour attirer les faveurs des nobles. Malik entre avec assurance, vêtu d'un manteau en cuir fin. Il est accueilli par des regards curieux et des murmures,
mais il n'y prête aucune attention. Dans la taverne, il remarque Kadi, une villageoise à la peau ébène et aux yeux perçants. Contrairement aux autres femmes, elle ne cherche pas à attirer l'attention de Malik, ce qui le rend encore plus déterminé à la conquérir. Elle porte des habits simples, mais son allure athlétique et sa posture droite témoignent d'une forte personnalité. « Une beauté comme toi devrait être à mes pieds, » dit-il avec arrogance. « Je n'appartiens à personne, » répond Kadi, le regard défiant. Malgré les plaisirs et les excès, la nuit apporte un sentiment de vide. Malik est de retour dans ses appartements luxueux, entouré de trésors et d'objets de grande valeur, mais aucun d'eux ne remplit le vide qui grandit dans son cœur. Il s'assied devant un grand miroir, observant son reflet. Ses yeux sont fatigués, ses traits marqués par l'alcool et les nuits sans fin. Il murmure, comme pour se convaincre lui-même, « Un roi n'a pas besoin d'amour. » Mais alors qu'il prononce ces mots, une lueur d'incertitude traverse son regard, révélant la vérité qu'il refuse d'admettre. Il est seul. Malik, comme à son habitude, aime se promener près du marigot pour observer les jeunes filles du village. C'est un lieu de détente pour lui, où il se délecte de leur beauté et de leur joie de vivre. Cependant, ce jour-là, une jeune femme particulière capte son attention, et ce sera le début d'une série de bouleversements qu'il ne pourra contrôler. Sous le soleil doux de l'après-midi, Malik flâne nonchalamment près du marigot, là où les villageoises viennent laver leur linge et chanter. Il regarde, amusé, les jeunes filles éclabousser l'eau tout en riant et dansant. Leur innocence et leur beauté simple le divertissent, et il les observe avec la même arrogance qui le caractérise. Puis, son regard se fixe sur une jeune femme différente des autres. Elle est belle, d'une beauté naturelle, avec des cheveux crépus qui tombent librement sur ses épaules. Contrairement aux autres, elle ne participe pas au jeu d'eau. Elle est concentrée sur son linge, lavant ses habits, avec une sérénité troublante. Malik est intrigué. Cette femme, avec ses courbes africaines voluptueuses et sa simplicité, réveille en lui un intérêt qu'il ne comprend pas. Les autres filles, après avoir joué un moment, quittent les lieux, laissant la mystérieuse inconnue seule au bord de l'eau. Malik, sûr de lui, s'approche avec un sourire satisfait. Il sait que peu de femmes résistent à son charme princier. « Comment t'appelles-tu » lance-t-il d'un ton nonchalant, en s'appuyant contre un arbre proche. Elle ne relève même pas la tête, concentrée sur son linge. Cette indifférence fait bouillir le sang de Malik, mais cela attise aussi son désir. Elle lui plaît. Elle n'est pas comme les autres femmes qui le regardent avec admiration et envie. Elle n'a même pas pris la peine de lui répondre. Son silence et son ignorance blessent son orgueil. Pourtant, il n'abandonne pas. Malik tente plusieurs approches, demandant s'il peut l'aider, lançant des compliments sur sa beauté, mais elle continue son travail sans un mot, sans le regarder. Le prince, décontenancé, passe de l'arrogance à la frustration, puis à une étrange forme de fascination. Pourquoi cette femme l'ignore-t-elle? C'est inconcevable pour lui. Son cœur bat plus fort, non pas à cause de la colère, mais de l'intrigue. Il ne se l'avoue pas encore, mais cette indifférence le touche profondément. Pour la première fois, une femme ne cherche pas à gagner son attention ou à flatter son ego. Ce silence devient assourdissant pour lui. Malik, après quelques minutes d'inutiles tentatives, finit par s'asseoir sur un rocher proche et l'observe en silence. Il essaie de comprendre pourquoi elle agit ainsi. Cette situation le déstabilise, et une certaine confusion commence à s'installer en lui. D'habitude, les femmes le poursuivent, cherchent à attirer son regard. Mais là, c'est lui qui se retrouve en position de devoir la séduire,
et il n'y est pas habitué. Alors que le soleil commence à se coucher, elle finit de laver son linge, le ramasse dans un panier et, sans un mot, ni un regard, s'éloigne vers le village. Malik reste là, abasourdi. Son orgueil est blessé, mais son désir de la comprendre et de la conquérir ne fait que grandir. De retour au palais, Malik est troublé par cette rencontre. Il tente de noyer son désarroi dans l'alcool et les femmes, comme il a l'habitude de le faire, mais il n'arrive pas à chasser cette image de la jeune femme de son esprit. Chaque rire féminin qui résonne dans la grande salle lui rappelle son silence. Chaque regard charmeur lui paraît fade en comparaison de son indifférence. Il devient nerveux, agité. Ses conseillers commencent à le remarquer, ses amis rient en pensant qu'il est simplement sous le charme d'une nouvelle conquête. Mais ce n'est pas simplement une question de désir. C'est bien plus profond. Pour la première fois, il se sent vulnérable face à une femme. Palais royal. Malik, habillé de façon impeccable, se promène avec l'assurance d'un homme habitué à l'admiration. Il y a de la musique, des rires, des danseurs habillés de manière somptueuse. Alors qu'il se mêle à la foule, son regard croise celui d'Aïda. Immédiatement, quelque chose de différent se produit. Elle ne le regarde pas avec adoration comme les autres, mais avec une indifférence glaciale. Cela le pique au vif. Malik, un homme qui n'a jamais été ignoré, sent une curiosité naître en lui, presque un défi. Après cette première rencontre, Malik ne peut pas s'empêcher de penser à Aïda. Il commence à la suivre discrètement, cherchant des opportunités pour la croiser à nouveau. Il la voit souvent dans le village, mais chaque fois qu'il essaie de s'approcher, elle l'ignore, ou, pire encore, elle semble parfaitement consciente de sa présence, mais choisit de ne pas lui accorder la moindre attention. Cette indifférence commence à peser sur Malik, et cela le rend furieux intérieurement. Lui, le prince, habitué à obtenir tout ce qu'il veut, femme, respect, richesse, se retrouve face à une simple villageoise qui ne semble pas impressionnée par son statut. Chaque rencontre, chaque regard froid d'Aïda le plonge un peu plus dans une obsession qu'il ne comprend pas totalement. Désemparé, Malik se tourne vers ses amis les plus proches pour obtenir des conseils. Dans une scène pleine d'humour et de dérision, on le voit assis dans une taverne avec ses compagnons, une coupe de vin à la main. Il rit de son problème, ne pouvant croire qu'une femme puisse le repousser. Il lui donne des conseils, tous plus absurdes les uns que les autres. Fais-lui des cadeaux. Montre-lui ta richesse, ça la fera fléchir. Ignore-la, elle reviendra vers toi. Malik, bien que sceptique, essaye chacune de ses suggestions. Il tente de lui offrir des présents somptueux, elle les refuse. Il montre ostensiblement sa richesse et son pouvoir dans des événements publics. Elle l'ignore encore. Il essaie même de la snober lors d'une rencontre par hasard, mais cette stratégie échoue également, car Aïda ne semble même pas remarquer sa tentative. Frustré et vexé, Malik décide de se réfugier dans ses anciennes habitudes. Si Aïda ne veut pas de lui, il se convainc qu'il n'a pas besoin d'elle. Il reprend ses habitudes de débauche. Il organise des fêtes somptueuses au palais, entouré de femmes qui le couvrent d'attention. Il se plonge dans l'alcool, les plaisirs faciles, essayant de noyer cette frustration et cette obsession qui ne cessent de le hanter. Cependant, même au milieu de ses excès, il ne peut s'empêcher de penser à Aïda. Chaque sourire qu'il échange avec d'autres femmes lui paraît fade, en comparaison de l'indifférence piquante d'Aïda. Chaque verre de vin qu'il boit ne fait qu'accentuer le vide qu'elle a laissé dans son esprit. La tension monte en lui et il devient de plus en plus impatient, colérique. Il se surprend à se sentir vulnérable, une sensation qu'il n'a jamais connue auparavant. Ses amis commencent à remarquer son comportement changeant.
Il le taquine. Mais Malik ne rit plus. Il est agité, constamment sur le qui-vive, et son regard se perd souvent dans le vide. Même lors des fêtes les plus exubérantes, il n'est jamais vraiment présent. Il est ailleurs, toujours en train de penser à Aïda et à la manière dont il pourrait percer sa carapace. Malik continue de croiser Aïda dans le village, dans des marchés ou des événements. Mais chaque fois, il ressent cette tension. Leurs regards se croisent brièvement, et c'est comme si le monde autour de lui s'arrêtait. Ces moments sont empreints d'une intensité palpable. Des regards longs, des silences lourds de sens, mais jamais de mots échangés. La distance entre eux semble physique, mais aussi émotionnelle. Aïda continue à l'ignorer, ostensiblement. Mais il y a parfois de légers indices qui montrent qu'elle n'est pas totalement indifférente à sa présence. Un regard furtif, un léger sourire en coin lorsqu'elle le dépasse. Ces petits signes ne font qu'attiser le désir de Malik et en même temps accroître sa frustration. Malik, toujours obsédé par Aïda, décide de se rapprocher de son quotidien. Il se rend de plus en plus souvent dans le village, se promenant près des lieux qu'elle fréquente. Un jour, il la voit avec ses amis, assise sous un arbre, riant et discutant simplement. Le contraste avec le monde sophistiqué du palais le frappe. Ici, tout semble plus authentique, plus simple. Il s'approche pour entamer une conversation avec elle, mais dès qu'il arrive, le groupe de jeunes femmes se fige. Les amis d'Aïda, connaissant la réputation de Malik, se méfient de lui. Elles le regardent froidement, lui font comprendre par des paroles subtiles qu'il n'est pas le bienvenu. L'une d'elles, particulièrement audacieuse, lui dit d'un ton sec. « Que fait un homme comme toi parmi nous ?» Malik, pris de court, n'a pas l'habitude d'être rejeté par ceux qu'il considère comme inférieurs à lui. Ce rejet direct le choque, mais il tente de garder son calme. Pourtant, à l'intérieur, l'humiliation le ronge. Malik, malgré ce premier rejet, tente à plusieurs reprises de s'intégrer à ce groupe, mais chaque fois, il est repoussé. Les amis d'Aïda sont très protecteurs envers elle et se méfient des intentions de ce prince arrogant. De plus, Aïda elle-même continue à lui montrer une indifférence totale. Chaque tentative de rapprochement est un échec et la distance entre leurs deux mondes devient de plus en plus évidente. Une scène clé se déroule lors d'un marché local. Malik tente d'acheter des fruits auprès d'une marchande, sous les regards des villageois curieux. Il chuchote, juge sa présence, comme s'il n'était pas à sa place. Malik, pourtant habitué à être le centre d'attention, se sent ici étranger, hors de son élément. Aïda, elle, observe de loin mais reste impassible, ce qui ne fait qu'accentuer la frustration de Malik. Pour la première fois de sa vie, Malik ressent un sentiment d'inadéquation. Il, qui a toujours été au sommet de la hiérarchie sociale, se retrouve rejeté par un groupe de villageois. Ce choc des mondes le déstabilise profondément. Son statut de prince n'a aucune valeur ici, et c'est une leçon difficile à accepter pour lui. Lors d'une fête traditionnelle du village, Malik tente à nouveau de se rapprocher d'Aïda, mais cette fois, elle le rejette ouvertement devant tout le monde. Alors qu'il lui propose de danser, elle répond calmement, mais fermement. « Je ne danse pas avec ceux qui ne connaissent pas les vraies valeurs de la vie. » La foule, silencieuse, observe la scène, et Malik ressent pour la première fois un véritable sentiment d'humiliation. Cette phrase résonne en lui, et il réalise que ses richesses et son statut ne signifient rien pour Aïda et les siens. Malik, touché par ces expériences, commence à fréquenter les lieux modestes du village. Il observe la vie des habitants, les petites joies, les luttes quotidiennes, et il découvre un monde dont il ignorait jusqu'à l'existence.
Lorsqu'il voit Aïda aider une vieille femme à porter son panier ou discuter avec des enfants du village, il comprend qu'elle est connectée à quelque chose de bien plus profond que l'apparence et la richesse. Ce changement de perspective le trouble. Il commence à douter de lui-même, de ses valeurs, de sa manière de vivre. Cette introspection le pousse à reconsidérer ses actions. Les scènes alternent entre les flashbacks de son ancienne vie, les fêtes, l'alcool, les femmes, et ce nouveau monde où les relations semblent sincères, simples, mais intenses. Malik, hanté par l'indifférence d'Aïda, décide de tenter une approche différente. Il comprend que son arrogance ne fonctionnera pas ici. Lors d'une conversation avec l'un de ses conseillers de confiance, un vieil homme sage, ce dernier lui dit « Ce n'est pas en montrant ta richesse que tu gagneras son cœur, c'est en montrant qui tu es réellement. » Ces mots touchent profondément Malik. Pour la première fois, il réfléchit à ce que signifie être authentique, être aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il possède. La tentative de séduire Aïda, Malik décide de s'investir réellement dans la vie du village. Il se rend compte que pour gagner son respect, il doit prouver qu'il est prêt à abandonner son arrogance et ses privilèges. Avec détermination, il se lève tôt, chaque matin, pour travailler dans les champs, sous le regard étonné des villageois. Il s'initie aux tâches agricoles, apprenant à cultiver la terre, à planter des graines et à récolter les fruits du travail. Les premières heures à Mans sont difficiles. Il souffre de douleurs musculaires qu'il n'a jamais connues auparavant, mais il persévère, motivé par l'idée de gagner l'affection d'Aïda. Les villageois, d'abord sceptiques, commencent à le regarder différemment, impressionnés par son engagement. Cependant, cette nouvelle vie n'est pas sans défi. Alors qu'il s'investit dans son nouveau quotidien, une rivale se manifeste. La femme du palais, ancien amour de Malik, s'appelle Yasmina. Elle remarque le changement de comportement de Malik et est déterminée à le récupérer. Jalouse de l'attention qu'il porte à Aïda, elle commence à répandre des rumeurs sur Aïda, la décrivant comme une manipulatrice intéressée uniquement par son statut. Un jour, Malik croise Aïda au marché. Et là, il entend des murmures à son sujet. La colère monte en lui et il confronte Yasmina sur ses insinuations. Ce qui devait être une discussion calme dégénère en une violente dispute où les mots blessants fusent. Aïda, en entendant les éclats de voix, se tourne pour voir la scène et la confusion s'installe dans son esprit. Malik, pris entre deux feux, essaie de défendre Aïda, mais la tension monte, le forçant à se heurter à ses vieux démons. Suite à cette dispute, Malik se sent acculé et vulnérable. La pression de son ancien monde et les accusations de Yasmina le poussent à replonger dans ses mauvaises habitudes. Il commence à fréquenter à nouveau les fêtes somptueuses du palais, noyant ses frustrations dans l'alcool et les femmes. Ses amis, qui se réjouissent de son retour dans le monde de la débauche, l'encouragent, ce qui l'éloigne encore plus d'Aïda. Lors d'une soirée, Malik est entouré de gens rieurs, mais il se sent de plus en plus vide. Il se rappelle de ses efforts au champ, de la fierté qu'il avait ressentie en travaillant dur. Ce contraste l'angoisse, et il se rend compte qu'il est en train de perdre tout ce qu'il avait gagné. La scène est remplie d'une mélancolie palpable, où l'on voit Malik, assis dans un coin, l'esprit en désordre, réalisant qu'il s'éloigne de ce qu'il veut vraiment. Un matin, après une nuit de fête mouvementée, Malik reçoit la visite de son père, le roi. Inquiet de voir son fils se laisser aller, le roi l'interroge sur ses récents comportements. Malik, entre l'ivresse et la honte, finit par lui confier ses sentiments pour Aïda et son incapacité à la conquérir. Le roi, bien que déçu par le comportement de son fils, lui offre des conseils sages. L'amour ne se conquiert pas par la force ou la richesse, mais par la sincérité et le respect.
Ce que tu as fait au champ n'était pas seulement du travail, c'était une démonstration de ce que tu es capable de donner pour quelqu'un que tu aimes. » Malik, touché par ces mots, réalise qu'il doit changer sa façon d'approcher Aïda. Le roi, avec compassion, lui rappelle également qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à la réalité et réparer ses erreurs. Cette conversation avec son père devient un moment de rédemption pour Malik, éveillant en lui une volonté de prouver qu'il est digne d'Aïda. Fort de la sagesse de son père, Malik décide de quitter la vie nocturne et de revenir au champ. Il prend un engagement sérieux envers lui-même et envers Aïda. Il commence à travailler encore plus dur, s'impliquant dans des projets communautaires, prouvant ainsi aux villageois et à Aïda qu'il a changé. Malik, en sueur et souriant, aide Aïda à porter des paniers de fruits. Les regards échangés entre eux sont chargés d'émotion. Aïda commence à voir le vrai Malik, celui qui est prêt à se battre pour l'amour et l'authenticité, malgré les obstacles. Malik, désormais investi dans sa nouvelle vie, ressent un besoin pressant de connaître Aïda au-delà de la surface. Bien qu'ils aient commencé à échanger des sourires et quelques mots, il réalise que chaque interaction est empreinte d'un mystère qui l'attire encore plus. À travers les histoires des villageois et ses propres observations, il comprend qu'Aïda cache des blessures profondes, conséquence d'un passé difficile. Un soir, alors qu'il rentre chez lui après une longue journée de travail, Malik aperçoit Aïda en train de discuter avec des amis. Il riant, mais quelque chose dans son regard le touche profondément. Intrigué, il s'approche discrètement, écoutant les rires et les plaisanteries. Il entend mentionner des choses sur sa famille et les luttes qu'elle a endurées. Ce moment le remplit d'une envie irrépressible d'en savoir plus, de comprendre ce qu'Aïda a traversé pour devenir la femme forte qu'il admire tant. Malik, désireux de percer le mystère d'Aïda, fait appel à un ami d'enfance, Issa, qui connaît bien le village. Il lui demande d'enquêter sur Aïda. Issa, bien qu'hésitant au départ, finit par accepter. Au fil des jours, il collecte des informations et découvre qu'Aïda a perdu ses parents dans un tragique accident lorsqu'elle était jeune, ce qui l'a forcée à grandir trop vite et à se méfier des hommes. Lors d'une rencontre, Malik apprend que la réputation d'Aïda a été ternie par des rumeurs concernant sa vie amoureuse. Les autres villageois, influencés par la jalousie et l'envie, ont souvent mal interprété ses actions. Ému par cette révélation, Malik réalise qu'Aïda porte un fardeau qu'il n'avait jamais imaginé. Cette connaissance renforce son respect pour elle et son désir de l'approcher avec une délicatesse qu'il n'avait pas su avoir auparavant. Fort de ces nouvelles informations, Malik décide d'aborder Aïda différemment. Il lui écrit une lettre dans laquelle il lui explique qu'il admire non seulement sa beauté, mais aussi sa force et son résilience. Il l'invite à se promener le long de la rivière, un endroit qu'il sait qu'elle affectionne. Aïda, surprise par cette invitation, accepte avec hésitation. Lors de leur rencontre, Malik, nerveux mais sincère, commence à partager des histoires sur sa propre enfance, des épreuves qu'il a traversées, et il lui pose des questions sur son passé. Aïda, d'abord réticente, finit par s'ouvrir lentement, révélant des souvenirs douloureux et des rêves qu'elle a dû abandonner. Malik l'écoute attentivement, se montrant vulnérable à son tour. Aïda, touchée par la sincérité de Malik, commence à baisser sa garde. Cependant, elle est toujours hantée par ses doutes. Elle lui fait part de ses craintes, de la peur d'être blessée à nouveau et des préjugés qui l'entourent. Malik, d'un ton apaisant, lui assure qu'il ne lui fera jamais de mal et qu'il est déterminé à prouver sa valeur. Cette conversation marque un tournant. La tension romantique grandit, mais les inquiétudes d'Aïda demeurent. Leurs échanges sont chargés d'émotions, tandis qu'une connexion se tisse lentement entre eux. Alors que leur relation commence à se solidifier, les rumeurs au sujet d'Aïda continuent de circuler
attisé par Yasmina, qui voit cette dynamique comme une menace pour ses propres ambitions. Un jour, alors qu'Aïda est au marché, elle entend des murmures la qualifiant de manipulatrice et de intéressée. Ces propos la touchent profondément, ravivant ses craintes de rejet. De son côté, Malik devient de plus en plus protecteur envers Aïda. Lorsqu'il apprend ces rumeurs, il confronte Yasmina et une confrontation intense s'ensuit où la jalousie et le ressentiment explosent. Malik commence à réaliser à quel point il est prêt à se battre pour Aïda, mais il doit aussi faire face à ses propres incertitudes sur l'avenir de leur relation. Alors que Malik et Aïda commencent à développer une relation plus profonde, Yasmina, déterminée à ne pas laisser sa rivale lui voler l'attention de Malik, concocte un plan machiavélique pour les séparer. Elle utilise ses relations au sein du palais pour semer le doute sur les intentions d'Aïda. Yasmina commence à répandre des rumeurs sur un prétendu passé obscur d'Aïda, suggérant qu'elle a manipulé Malik pour accéder à un statut social plus élevé. Malik, encore en phase de comprendre ses sentiments pour Aïda, est pris dans un tourbillon de confusion. Les murmures qu'il entend commencent à l'affecter, alimentant ses doutes. Pendant ce temps, Aïda, qui a toujours été méfiante des hommes, commence à ressentir le poids des insinuations de Yasmina. Elle se sent piégée entre son désir d'ouvrir son cœur à Malik et la peur des conséquences d'un amour qui pourrait la détruire. Alors que Malik se rapproche d'Aïda, Yasmina, se rendant compte que ces rumeurs ne suffisent pas à détruire leur connexion, décide de passer à l'action. Lors d'un banquet au palais, elle concocte une potion qu'elle prétend être un élixir de bonheur. Mais en réalité, il contient des ingrédients toxiques. Son plan est simple. Faire en sorte qu'Aïda consomme la potion, la plongeant dans une maladie qui la forcera à s'éloigner de Malik. Lors du banquet, Yasmina feint l'amitié et offre la potion à Aïda, la présentant comme un remède pour la fatigue. Aïda, méfiante mais touchée par l'attention, hésite à l'accepter. Malik, cependant, ayant remarqué l'échange suspect, intervient juste à temps pour empêcher Aïda de boire. Il confronte Yasmina, exposant ses véritables intentions devant tout le monde. L'atmosphère devient tendue et les invités commencent à murmurer sur l'hostilité entre les deux femmes. Furieuse d'avoir été démasquée, Yasmina ne recule pas. Elle accuse Malik de favoriser Aïda et de la rabaisser. Dans un accès de rage, elle tente de retourner la situation contre lui en insinuant qu'il ne mérite pas une femme comme Aïda. L'altercation atteint son paroxysme lorsque Malik, visiblement irrité, défend Aïda avec passion, déclarant qu'elle est la seule femme qu'il a jamais compris et que son amour pour elle est sincère. Cet affrontement déclenche une vague de soutien de la part des villageois présents au banquet. Ils commencent à prendre la défense d'Aïda, reconnaissant sa force et son caractère. Yasmina, réalisant qu'elle est en train de perdre le contrôle de la situation, décide de battre en retraite, mais pas avant d'avoir promis de revenir avec des accusations encore plus dévastatrices. L'événement laisse Aïda profondément touchée, mais également confuse. Elle voit à quel point Malik est prêt à se battre pour elle. Mais elle se sent également coupable d'être le centre de tant de chaos. Lorsqu'ils se retrouvent en privé, elle exprime ses inquiétudes. Malik, la prenant par la main, lui assure qu'il n'a jamais été aussi sûr de lui-même qu'en sa présence et que leur amour est plus fort que toutes les rumeurs. Aïda, émue par la sincérité de Malik, commence à réaliser qu'elle mérite d'être aimée, malgré les tentatives de Yasmina pour les détruire. Elle lui promet de se battre à ses côtés et ensemble, ils décident de confronter le passé, les rumeurs et leurs propres peurs. Après cet incident, Malik, plus déterminé que jamais, prend conscience de la valeur d'Aïda et de la force de leur lien. Il comprend qu'il doit être là pour elle, non seulement comme un amoureux,
mais aussi comme un allié. Ils forment une équipe, prêts à affronter les défis qui les attendent. Aïda, de son côté, s'engage à ne pas laisser les rumeurs et la jalousie d'autrui définir son avenir. Leur relation est mise à l'épreuve, mais ils choisissent de s'unir plutôt que de se séparer. Dans un moment de tendresse, Malik l'embrasse, leur promettant de toujours être à ses côtés. Leurs cœurs sont désormais unis, prêts à affronter les tempêtes à venir. Après l'incident au banquet, Yasmina est déterminée à détruire la relation entre Malik et Aïda. Elle se rend compte qu'elle doit intensifier son jeu. En utilisant sa position dans le palais, elle prépare un plan visant à provoquer une rupture définitive. Yasmina convoque une réunion avec les conseillers du roi, utilisant son charme et ses manigances pour manipuler les faits à son avantage. Elle commence à répandre des rumeurs encore plus corrosives, insinuant que Malik aurait des intentions cachées, cherchant à utiliser Aïda pour des gains personnels. Au cours de la réunion, elle dépeint Aïda comme une opportuniste cherchant à s'introduire dans la famille royale. Malik, qui se rend compte de l'ampleur de la situation, commence à ressentir la pression. Il décide de confronter Yasmina une bonne fois pour toutes. Malik se rend au palais, prêt à affronter Yasmina et à défendre Aïda. En entrant, il est accueilli par des murmures et des regards suspicieux de la cour. Yasmina l'attend, confiante, entourée de plusieurs conseillers et amis. Elle s'avance avec un sourire provocateur, prête à déverser ses accusations. Malik, cependant, ne se laisse pas intimider. Il s'exprime avec force et détermination, défendant l'honnêteté et l'intégrité d'Aïda. Dans un discours passionné, il déclare « Aïda n'est pas une manipulatrice. Elle m'a appris à être un homme meilleur, à voir au-delà des apparences. » Ces paroles touchent le cœur de certains membres de la cour, tandis que d'autres, influencés par Yasmina, commencent à hésiter. La tension monte, et Yasmina, désespérée, tente de retourner la situation à son avantage. Elle lance un ultimatum à Malik. « Si tu choisis Aïda, tu perds tout ce que tu as. Ton titre, ta famille, ta place ici. » Malik, dans un moment de calme déterminé, répond « Je suis prêt à tout perdre pour être avec celle qui mérite vraiment mon amour. » Il décide de faire une déclaration publique, révélant son amour pour Aïda devant tous, proclamant qu'il ne reculera devant rien pour la défendre. Il demande à Aïda de le rejoindre à ses côtés, la prenant par la main devant la cour. Leurs regards échangés sont pleins de passion et de détermination. Aïda, bien que surprise, se sent soutenue par les mots de Malik. Elle s'avance, pleine de courage, et déclare avec force « Je ne suis pas ici pour la richesse ou le pouvoir. Je suis ici pour l'amour, et j'ai choisi Malik parce qu'il est le seul à voir ma valeur. » La déclaration d'Aïda met fin à l'audience et laisse Yasmina furieuse, tandis que certains membres de la cour commencent à applaudir, montrant un soutien inattendu au couple. Suite à cet affrontement, Malik et Aïda font face à des défis immédiats, mais leur détermination à surmonter les obstacles renforce leur relation. Ils commencent à travailler ensemble pour démontrer que l'amour peut triompher des rumeurs et des jalousies. Yasmina, quant à elle, ne s'avoue pas vaincue et tente de fomenter d'autres intrigues. Cependant, Malik et Aïda s'engagent à rester soudés, à construire une communauté autour d'eux et à prouver que leur amour peut vaincre tous les préjugés. Avec le soutien de la cour et des villageois, Malik et Aïda décident de mettre en place des initiatives pour rassembler leurs mondes respectifs. Ils organisent des festivals unissant le palais et le village, créant des opportunités pour les deux communautés de se connaître et de s'apprécier. Leurs actions commencent à réduire la distance entre les classes sociales et à encourager la compréhension mutuelle. Aïda devient une figure emblématique de ce changement. Et Malik, à ses côtés,
se transforme en un prince bienveillant. Montre Malik et Aïda, main dans la main, se tenant sur un balcon surplombant le village et le palais, avec le soleil couchant en arrière-plan. Malik s'adresse à Aïda avec un sourire. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur. Aïda, souriante, répond « Notre amour est notre plus grande force. » Ils s'embrassent, entourés d'un sentiment d'espoir, de détermination et d'un avenir prometteur. La résilience de l'amour clôt cette histoire en beauté, mettant en avant le pouvoir de l'amour face aux obstacles et aux intrigues. Malik et Aïda, en surmontant les tentatives de manipulation et de jalousie, ouvrent la voie à une nouvelle vision d'union entre leurs mondes.